Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour, c'est Aline Laurent-Maillard. Une semaine sur deux, nous essayerons de répondre avec mes invités aux questions que vous m'envoyez, comme « Peut-on encore regarder les classiques de Disney ?» ou « Comment parler aux enfants de leur partie intime ?» Et vu les personnes qui ont accepté de réfléchir à ces questions avec moi, ça s'annonce passionnant. En plus, entre deux conversations avec des invités, vous aurez le droit à un mini-épisode chargé de recommandations culturelles, albums jeunesse, dessins animés, essais pour adultes ou encore sorties, vous aurez de quoi faire. Je sais pas si ça s'entend, mais genre j'ai cette intro avec beaucoup d'émotion. J'en ai écrit des intros d'épisodes ces dernières années, mais celle-là elle est vraiment spéciale, parce qu'elle marque le début du podcast que j'ai de loin eu le plus de mal à lancer, à la fois économiquement et émotionnellement, mais aussi parce qu'elle marque le début d'un podcast que j'ai créé avec vous. Ce sont vos DM sur Instagram qui m'ont donné envie de lancer Paillettes et Préjugés. Ce sont vos contributions à la campagne de crowdfunding qui ont permis à moi et ma monteuse, Pauline Bouillot, d'avoir le temps de travailler dessus. Ce sont vos messages de soutien qui m'ont permis de retrouver l'énergie de bosser dessus pendant mon burn-out. Et ce sont, bien sûr, vos questions qui ont déterminé les thèmes des épisodes qui seront diffusés dès septembre. Alors vraiment, merci mille fois et bienvenue dans votre podcast. Je me suis longtemps demandé par quelle thématique commencer ce nouveau podcast. Quel sujet pourrait me permettre d'expliquer à la fois aux nouvelles et nouveaux venus pourquoi les normes de genre limitent nos enfants, tout en donnant aux convaincus de nouvelles pistes de réflexion et des outils. Et puis, dans un alignement des planètes incroyable, tel un Deus ex machina, un signe du destin, j'ai pu récupérer les droits de Bienvenue bébé, ma série sur comment les bébés apprennent leur genre. En guise d'introduction, je vous propose une rediffusion de cette série que je chéris. Chaque épisode sera accompagné d'une nouvelle introduction et la série sera complétée par 2 épisodes bonus. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les écouter ou à les réécouter que moi. Tout de suite, le premier épisode de Bienvenue bébé, diffusé pour la première fois en avril 2023. On est le 31 décembre 2020. Je me suis forcée à aller au réveillon de ma voisine avec une dizaine d'amis à elle. Je pensais que ça me ferait du bien. Erreur. J'ai qu'une envie, c'est rentrer me coucher et mettre cette année derrière moi. La famille, le boulot, tout a été compliqué. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être enceinte. En tant que personne asexuelle et éternelle célibataire, je savais que ce serait pas facile. J'ai tout essayé. Faire famille avec un ami, avant qu'il ne change d'avis entre 2 inséminations artisanales. Demander son sperme à un pote, trop compliqué finalement pour plein de raisons logistiques. Et faire une PMA avec l'aide d'un gynéco parisien et d'une banque de sperme danoise. Ça a fonctionné. Mais j'ai fait une fausse couche. Bref, c'est la fête. Alors que je reprends un toast au houmous, quelque chose m'arrête. Tout à coup, c'est comme si mon odorat était décuplé. Je sens la bougie à l'autre bout de la pièce, le parfum des invités, le plat qui mijote. Et puis, je rêve ou mes seins me font mal ? Le 2 janvier, dès que le labo d'analyse ouvre, je cours faire une prise de sang. Et dès le lendemain, les résultats tombent. Bêta-HCG plasmatique, 215 milliunités internationales par millilitre. Je traduis pour les néophytes. Ma dernière tentative de PMA a fonctionné. Je suis de nouveau enceinte. Et vu les taux de bêta-HCG, ça s'annonce plutôt bien cette fois. C'est un énorme soulagement. Les prises de sang, les piqûres d'hormones, le suivi de l'ovulation. Je vais enfin pouvoir mettre tout ça derrière moi.
mais je suis vite assaillie par des milliers de questions. Rien d'anormal, vous me direz, pour un futur parent. Mais il y a une question en particulier qui m'obsède, et à laquelle j'arrive pas à trouver de réponse. Comment je vais faire pour protéger mon futur enfant des stéréotypes de genre ? Je suis Aline Laurent-Maillard, et vous écoutez Bienvenue bébé. Alors oui, c'est assez spécifique comme question. Mais si je suis particulièrement préoccupée par les normes de genre, c'est que moi je les ai mal vécues. Enfant, par exemple, dans la cour de récré, je comprenais pas pourquoi en tant que fille, je pouvais pas aller jouer avec les garçons. Ado, j'ai jamais réussi à ressembler à ce qu'on attendait de moi. Une jeune fille pudique et avenante qui s'intéresse aux garçons. J'ai été harcelée, isolée. Et jeune adulte, c'était toujours aussi compliqué. Je me pensais seule au monde dans ma bizarrerie. J'étais en colère, perdue, fatiguée. Depuis, j'ai découvert le concept de non-binarité. Et j'ai compris qu'en fait, je m'étais jamais sentie fille. Aujourd'hui, je m'identifie donc comme non-binaire, c'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans les catégories femme ou homme. Et je sais que j'aurais eu moins de mal à accepter ma différence si j'avais eu des adultes à l'écoute, des modèles, et des connaissances sur le fonctionnement du genre. Alors j'ai envie d'offrir ça à mon futur enfant. Je veux que mon enfant se sente libre d'être qui il souhaite, au-delà des cases fille-garçon. Qu'il puisse s'habiller comme il veut, faire les activités qui lui plaisent, être amoureux ou non de qui il veut. Je veux que mon enfant sache qu'on a le droit d'explorer son identité, et que les normes peuvent être subverties, qu'on peut être une fille, un garçon, tout à la fois ou aucun des deux. Si je m'inquiète autant, c'est aussi parce que je sais que forcer les enfants à entrer dans ces cases nous coûte collectivement. Au micro d'Inter, le Haut Conseil à l'égalité publie son 5e rapport sur le sexisme en France, rapport qui sera remis mercredi au président de la République. Je cite l'introduction, « Le sexisme ne recule pas en France, au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. La situation est alarmante. » Depuis plusieurs années, en tant que journaliste et autrice, je m'intéresse à ce coût du genre. J'ai écrit 2 livres sur le sujet, dans lesquels je me suis penchée sur la définition et l'histoire du genre, et aussi sur la façon dont les masculinités se construisent. J'en suis arrivée à la conclusion que réparer le système à grands coups de numéros verts et d'obligations paritaires ne suffit pas. Il faut s'attaquer à l'origine du problème, à l'apprentissage du genre. Car oui, le genre n'a rien d'évident. Contrairement au sexe, qui est une donnée biologique, le genre est une construction sociale. Quand on parle de genre, on parle à la fois d'un système, du fait de diviser et de hiérarchiser les individus selon les catégories femmes et hommes. Mais on parle aussi des représentations et des caractéristiques associées à ces 2 catégories, au féminin et au masculin. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. D'abord, l'histoire de la civilisation, et d'autre part, c'est l'histoire de sa vie. Pour reprendre les mots de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et on commence à le devenir très très tôt. Autour de moi, je connais de nombreux parents qui font ce même constat. Malgré beaucoup de bonne volonté et d'efforts, leurs enfants sont immanquablement rattrapés par les stéréotypes de genre. Quand elles sont nées et qu'on a annoncé donc que c'était des filles, ça a été l'enfer des cadeaux roses. C'est pas que j'aime pas le rose, c'est qu'il n'y avait que du rose. C'était vraiment terrifiant. Aujourd'hui, j'ai une sorte de petit cliché à la maison, bien malgré moi, puisque franchement c'est pas moi qui l'ai incité dans cette voie, mais j'ai un petit garçon qui joue à Pokémon Go, qui aime le foot, qui arrête pas parler de la force et du fait d'être fort. Mais là, tu vois, déjà il me demande parfum pour fille, parfum pour garçon, je suis parfum qui sent bon.
Dès que les enfants commencent à marcher et qu'on peut commencer un peu à les identifier en fonction de leurs habits, tout de suite c'est « Ah bonjour, alors tu es un petit garçon, une petite fille ?» La question vient très très vite. Jusqu'à un certain âge, on s'en fout quoi. J'avais beau essayer de l'extirper, le reste du monde se chargeait pour moi de le ramener à la norme. Si ça avait été que moi et que j'avais vécu dans une société où c'était acceptable, j'aurais rien dit en fait. On aurait laissé planer le suspense. Qu'est-ce qui nous échappe ? Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Il y a quelques années, j'ai découvert que certains parents, surtout aux États-Unis et au Canada, faisaient le choix de ne pas assigner de genre à leurs enfants à la naissance. When our child Zoomer was born in 2016, my partner Brent and I decided to raise them without assigning a gender. Ces parents attendent que leurs enfants soient en âge d'affirmer eux-mêmes leur identité de genre. Ça arrive généralement vers 4-5 ans. Avant ça, ils ne dévoilent pas le sexe de leurs enfants et ils en parlent avec des termes non genrés. Zoomer knows who he is and understands that gender is not binary and that his body doesn't define his destiny. On appelle ça le gender creative parenting ou gender open parenting, la parentalité créative ou ouverte sur le genre. Je suis très séduite par cette démarche et je me suis demandé si c'était possible, dans la pratique, de faire ça en France. Si moi j'y arriverais, si j'arriverais à cacher le sexe de mon enfant pendant les premières années de sa vie, si j'arriverais à connaître son sexe et à en faire abstraction, à ne pas projeter d'attentes ou d'injonctions sexistes, et mes proches, et le personnel de la crèche. Alors que j'étais encore enceinte, j'ai commencé à enquêter sur ce qu'on appelle l'éducation non genrée. Je trouve ce terme imparfait, parce qu'il donne l'impression qu'on pourrait faire abstraction du genre. On parle parfois aussi d'éducation non sexiste, inclusive ou égalitaire. Mais l'avantage de ce concept d'éducation non genrée, c'est qu'il invite à réfléchir à la place du genre dans tout ça. Ce que je veux, moi, c'est qu'à terme, le genre ne soit plus la clé de voûte de l'organisation de notre société. Que ça devienne une donnée qui relève de l'intimité de chacune et chacun. Ce podcast, c'est un mélange d'enquête et de journal de bord. On y va encore une fois ? Ça, c'est mon enfant qui vient de fêter ses 1 an et demi. Quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, j'ai créé une sorte de task force. J'ai réuni dans un groupe WhatsApp 3 parents qui m'inspirent. C'est hyper dur comme exercice, donc je me lance. Renée Grezard, qui est journaliste et autrice. Elle a un enfant de 8 ans, Ulysse, et un autre de 5 mois, Orso, qu'elle vient d'avoir avec son nouveau partenaire. C'est une question très compliquée, j'ai l'impression de marcher sur des œufs depuis tout à l'heure. J'espère que ça n'était pas le cas. Et hâte d'entendre le reste des réponses. Bonne journée. Martin Page, qui est écrivain. Alors, bonjour à tout le monde. Il est non-binaire et vit en couple avec une femme, avec qui il a un enfant de 8 ans, Cyrus. Je sais pas si ça marche, je suis désolé, je découvre la technologie et WhatsApp. Et enfin, Gabrielle Richard, qui est sociologue. Bonjour tout le monde, contente de reprendre contact après quelques jours. Elle est lesbienne et vit en couple avec une personne non-binaire. Ensemble, elles ont 2 enfants, Zi, 13 ans, adopté au Québec, et R, 4 ans, que Gabrielle a porté. Moi, spontanément, en te lisant hier, je pensais à ce moment avec mon aîné, donc je vous... Ensemble, on s'est posé plein de questions. Est-ce qu'il faut choisir un prénom non genré ? Comment est-ce qu'on choisit les vêtements ? Quels mots on utilise pour leur présenter le monde ? On a aussi parlé des livres, des jeux, de la crèche et de notre peur de marginaliser nos enfants. En parlant de nos enfants. C pour Cyrus, R pour Arsène et Fen pour Phénix. Eux aussi, je les ai interrogés. As-tu aimé l'histoire ? Oui, là j'ai faim. Là, t'as faim. On va regarder ce qu'on peut faire. Parce que... De mieux en mieux. Le mec crotte quand on l'interviewe, quoi. J'y crois pas. Et puis, en chemin, j'ai rencontré d'autres parents et d'autres enfants. En France, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. C'est des dentelles, c'est pas des froufrous. Of course, parents have things in mind they want to teach their child. Every parent has that, every parent does that, and there's nothing wrong about that. J'ai 8 ans et j'habite à Brooklyn. Ma robe, elle est avec des paillettes de toutes les couleurs. C'est difficile en tant que parent
Parce que quand on veut lutter contre le genre, contre l'injonction, on a tendance à faire l'inverse. Et du coup, ce qui est plus intéressant pour les enfants en tout cas, c'est d'ouvrir tout, quoi. Vas-y, fais tout, en fait. Oui, moi j'aime bien les frocos. Gendered parenting is not a neutral option. J'ai une chienne qui s'appelle Mimolette et une chatte qui s'appelle Samosa. J'ai été rencontrer des linguistes, des sociologues, des psycholinguistes, des historiennes de la mode et de la langue française, et des professeurs en sciences de gestion. Et j'ai appris beaucoup plus que ce que j'imaginais. Bon, ne vous attendez pas à trouver une to-do magique à la fin de ce podcast. Ceci n'est pas un mode d'emploi, ni une énième liste d'injonctions. C'est plutôt une exploration collective, une réflexion à approfondir tous ensemble. Mais promis, vous repartirez quand même avec quelques outils. Vous venez d'écouter un épisode de Bienvenue bébé, un hors-série de Paillettes et Préjugés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et laissez-lui des étoiles. Ça aide vraiment. Et si vous avez envie de creuser le sujet, vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite et ou faire un don régulier pour rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Et oui, Paillettes et Préjugés, c'est un podcast 100% indépendant, ce qui veut dire qu'il a besoin de votre aide financière pour continuer. La bonne nouvelle, c'est que vous décidez du montant. À vous de voir si vous souhaitez donner l'équivalent d'une chouquette, d'un abonnement Netflix ou même d'une mensualité d'école privée Montessori. Vraiment, c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas faire un don régulier, vous pouvez aussi faire un don ponctuel en fonction de vos moyens. Les liens sont en description du podcast. Bienvenue bébé est une série produite par Paradiso Media en 2022. Écrite et racontée par Aline Laurent-Maillard. Produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes initiaux. Pauline Bouillot a monté et mixé ces nouvelles versions. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec la musique de Délide, les voix de Clémentine, Gabriel, Jo, Félix et Louise. À la semaine prochaine!